m'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Je veux qu'on discute de ma relation de couple. Vous allez pas divorcer quand même? Si tu veux, on divorce. Ah, dépêchons les papiers. Parfois, on part vivre à l'étranger seul, parfois on part à deux, parfois on part seul et on rencontre l'amour sur place, parfois on reste seul et c'est très bien aussi. Cette semaine et au cours des prochains épisodes, je vous propose de parler d'une chose, le divorce. Le divorce peut arriver dans plein de cas de figure. On peut partir seul, rencontrer l'amour et divorcer de la personne qu'on a rencontrée sur place. On peut arriver à deux et divorcer de la personne, de son compagnon de voyage et d'expatriation. On peut aussi divorcer pour survivre, pour fuir une situation abusive. Et bien entendu, il y a plein d'autres situations. Il vous faut une signature. Très bien. Pour explorer les questions qui vont autour en fait de tout ce qui a attrait au divorce, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maître Hélène Carvalho, qui est avocate spécialisée en droit de la famille au barreau de Paris et de New York. Elle va nous éclairer aujourd'hui sur les spécificités du divorce en expatriation, sur les enjeux culturels et personnels et sur les précautions qu'on peut peut-être prendre pour gérer des situations délicates comme celle-ci. Bonjour Maître et bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci beaucoup de votre accueil. Avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, je vous propose qu'on commence directement dans le vif du sujet. Quelles sont les principales différences qu'il y a entre les procédures de divorce en France et aux États-Unis qu'on pourrait avoir en tête justement quand on vit à l'étranger? Alors, c'est très très différent. Donc, aux États-Unis, un point de différence qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un avocat, même si c'est quand même largement recommandé d'avoir un avocat, mais on n'est pas obligé d'avoir un avocat. On peut décider de se représenter seul. Il y a deux aspects différents de la procédure. Il y a un tribunal qui va gérer tout ce qui est divorce et les aspects annexes au divorce. Ça, c'est la Supreme Court, qui est le premier échelon du tribunal. Et ensuite, il y a la Family Court qui va gérer tous les aspects annexes, mais sans le divorce. C'est-à-dire, ça peut être un couple qui n'a pas été marié ou qui veut juste gérer les aspects de custody ou de support sans vouloir forcément gérer le divorce tout de suite. Et eux, ils peuvent aller devant la Family Court. Et c'est une procédure différente dans le sens où c'est une procédure anglo-saxonne qui va finalement se commencer par le filing de summons. Et ensuite, il y a tout un processus de suivi du dossier avec des motions qui sont filées devant la cour quand on a une demande spécifique et pendante à faire en cours de procédure. Et une des différences qui marque souvent les gens, c'est que le processus de discovery est beaucoup plus poussé aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a vraiment une possibilité de savoir la réalité du patrimoine et des revenus des parties. Et c'est quelque chose qui est plus difficile en France où ça a été beaucoup moins poussé là-dessus. Et les juges n'hésitent pas à mettre des sanctions très lourdes pour les gens qui ne coopèrent pas avec le processus ou qui cachent du patrimoine. Processus de discovery, vous pouvez définir exactement ce que ça veut dire? Le discovery, donc en fait à New York, la première audience, donc on va commencer la procédure, mais il n'y a pas forcément un juge qui est saisi. Ensuite, on saisit un juge et la première audience devant ce juge, ça va s'appeler la preliminary conference, la conférence préliminaire, où on va voir avec le juge s'il y a des points particulièrement contentieux ou des points où il y a déjà des accords, des aspects du dossier. Et ensuite, il va nous donner un calendrier sur la gestion du dossier et notamment le premier calendrier qu'il va nous donner sur les 2-3 prochains mois avant la compliance date, qui va être la conférence où on va vérifier que tout le monde a bien comply, c'est-à-dire a bien respecté la décision de la conférence préliminaire. On aura tout le processus de discovery qui va commencer à se mettre en place, c'est-à-dire on va échanger tout ce qui est la réalité du patrimoine de chacun des époux, des revenus, et ça peut être aussi plus poussé parce que, évidemment, pour un salarié, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui ont des business, et dans les business, c'est plus compliqué, c'est plus facile de cacher la réalité des dépenses, etc. Ou alors des gens qui ont du patrimoine à l'étranger. Donc, tout ce processus, il va commencer à se mettre en place, et le processus de discovery à New York, et aux États-Unis de manière générale, c'est pas seulement l'échange et la production de documents, c'est aussi ce qu'on appelle les depositions, où on va interroger la partie hors du tribunal, mais on va commencer à l'interroger, on va pouvoir lui poser des questions. Et tout ce qui est interrogatories, où on va demander spécifiquement que certains documents soient fournis avec des explications sur ces documents. Et tout ça, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de la réalité patrimoniale, c'est purement patrimonial de l'autre, pour ensuite pouvoir éventuellement se préparer pour le trial ou déposer des motions si on a besoin d'avoir une décision temporaire. Waouh, mais du coup, ça doit être vachement long. C'est très long. C'est très long, mais on peut aussi faire des procédures en emergency, mais c'est une procédure très longue. Là, j'ai plusieurs divorces qui sont en cours depuis plus de 2 ans.
Alors, ce que font les juges à New York, je ne sais pas si c'est la même chose en France, parce que ça fait longtemps que j'exerce plus en France, mais c'est que vraiment, ils poussent beaucoup au settlement et que la procédure est très chère. Parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est des choses qui sont longues, mais qui sont aussi très chères, parce qu'il faut payer son avocat. Il y a quand même la plupart des gens, quand on commence un processus lourd, ils prennent un avocat. Et du coup, c'est extrêmement onéreux. Et c'est quand même aussi quelque chose qui dissuade les personnes d'aller jusqu'au trial. Le trial, c'est vraiment ce qu'on connaît, ce qu'on voit dans les séries télé, où on fait la examination, cross-examination, etc. du témoin. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un processus qui est très long. Et les juges sont réticents à y aller quand ils estiment que, il y a une possibilité d'accord qui doit être encouragée. Mais alors, est-ce que c'est possible aux États-Unis, par exemple, je sais pas, de faire un divorce à l'amiable? Je veux dire, tout va bien? Bien sûr. Alors, c'est pas comme en France, parce qu'en France, il y a le consentement mutuel, donc qui est un processus extrajudiciaire. À New York, il y aura, c'est toujours un processus judiciaire. Il faut qu'il y en ait un des deux qui dépose des summons, la même chose, qui commence le processus. Et puis ensuite, il y a tout un divorce package qu'on peut même, les personnes, moi je leur dis, vous pouvez même aller au tribunal, il y a des services spécifiques pour les gens qui n'ont pas d'avocat, où on vous explique un peu les papiers à remplir, c'est énormément de paperasse, mais vous remplissez ça et ensuite vous pouvez le déposer. Là, c'est très rapide, cet aspect-là du dossier. Après, ce qui est long, c'est l'homologation par le juge, et ça, il faut compter actuellement à New York. C'est-à-dire New York, c'est les 5 counties, c'est Queens, Staten Island, Brooklyn, Bronx et Manhattan. Il faut compter à peu près 10 mois pour que ce soit homologué par le juge. Vous parlez de New York, vous faites référence à New York puisque c'est là que vous exercez. Est-ce que il y a des grosses différences en fait? Alors je m'attends pas à ce que vous connaissiez pour les 50 États, mais justement en fait d'un État à l'autre, ou est-ce que de manière générale aux États-Unis on suit quand même à peu près le même process? Alors, à l'intérieur des États-Unis, ce qui est commun, c'est que c'est toujours, sauf peut-être en Louisiane où il y a peut-être des différences, mais sinon c'est que du common law. C'est-à-dire que ça va se rapprocher plus du droit anglophone dans la procédure. Donc, c'est des motions, etc., des trials avec examination, cross-examination. Par contre, sur la façon de partager le patrimoine, par exemple, on fait souvent une grande différence entre la côte ouest et la côte est. La côte ouest, c'est ce qu'on appelle des community states, donc ils vont suivre un droit de communauté. Et la côte est, dont New York, c'est ce qu'on appelle des equitable distribution states. Donc, en droit français, pour les Français, ça se rapproche pendant le mariage à un régime de séparation de biens où chacun peut gérer son patrimoine librement. Il n'y a pas de concept de communauté. Et en revanche, au moment du divorce, c'est le juge qui va décider en équité comment il partage le patrimoine de tout ce qui a été acquis pendant le mariage. Donc finalement, ça se rapproche plus au moment du divorce d'un équivalent un peu de communauté française, dans le sens où on va regarder tout ce qui a été acquis pendant le mariage, hors succession et donation, et on va le partager équitablement. Merci pour la clarification. Comment est-ce qu'un couple, du coup, alors expatrié ou binational, ou enfin en tout cas voilà, qui vit dans un pays qui n'est pas forcément en tout cas celui dans lequel il a grandi, comment est-ce que ce couple peut déterminer la juridiction qui sera appropriée en fait pour entamer une procédure de divorce? Est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques à prendre en compte? Alors là, il faut être vigilant parce que c'est pas les mêmes règles dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est que une règle de résidence. C'est-à-dire, si vous résidez à New York depuis au moins... Alors, New York, c'est... Soit les deux époux résident à New York, et là, ils peuvent saisir New York, soit s'il n'y en a que un, il faut qu'il y ait résidé depuis 1 à 2 ans, selon d'autres critères qui sont rattachés. Mais c'est seulement un critère de résidence. Si vous ne résidez pas à New York, vous ne pouvez pas saisir New York. En France, à l'intérieur de l'Union européenne, ce sont actuellement, maintenant qu'il y a des règlements européens, c'est aussi des critères de résidence. Mais quand les époux français résident aux États-Unis, ils peuvent aussi saisir, vu que le règlement européen ne s'applique pas pour les États-Unis, ils peuvent d'un coup saisir sur la nationalité. Donc, il y a des critères de résidence qui ne sont pas forcément les mêmes par pays. Et après, la première question, c'est de se demander qui est compétent. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui est intéressant de faire, pas seulement en termes de stratégie, même où est-ce que ça va être plus avantageux pour moi, mais aussi, si vous saisissez la France, alors que New York ne va pas reconnaître la saisine de la France, parce qu'en France, on saisit sur la nationalité et qu'ils estiment que c'est sur la compétence sur la résidence qu'il faut saisir, vous pouvez aussi éventuellement avoir un juge qui considère que vous faites du forum shopping et que vous choisissez le juge dans votre intérêt et qui peut finalement vous sanctionner ou en tout cas vous prendre un peu en grippe. Donc il faut faire attention.
à ce qu'on fait. Il y a des dossiers où on fait en France, mais il faut réfléchir avant de saisir un juge, voilà, n'importe comment. Un des critères que le juge new-yorkais va respecter, c'est s'il saisit en France, que sur la base de la nationalité, mais qu'en plus, ils ont du patrimoine en France, ils se sont mariés en France, il y a un contrat de mariage français. Là, il va peut-être un peu plus respecter ce choix, mais il faut être vigilant. Mais sachant que du coup, si on le fait en France et qu'on habite aux États-Unis, il faut encore après faire reconnaître du coup le divorce français aux États-Unis, de la même manière qu'on fait reconnaître un mariage, quoi. Non, il n'y a pas de reconnaissance aux États-Unis. On ne fait pas reconnaître un mariage, il n'y a pas de transcription. Ah oui, d'accord. Moi, je le connais dans l'autre sens, mais d'accord. Ouais, en France, on transcrit, mais aux États-Unis, on ne transcrit pas. Et donc, c'est purement déclaratif. Vous êtes marié, vous êtes divorcé, et on ne fait exécuter que si vous avez un problème d'exécution, c'est-à-dire de enforcement. Soit parce que l'autre viole les termes du divorce, donc vous devez le faire exécuter, soit parce que vous voulez le modifier, etc. Mais sinon, il n'y a pas de processus déclaratif dans ce sens-là. Si on parlait un petit peu aussi de garde des enfants, est-ce qu'il y a des considérations à garder en tête quand on parle de garde des enfants? J'imagine que ça peut compliquer pas mal les choses en termes de divorce binational ou expatrié, ou enfin peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Je pense au droit de visite, mais j'imagine que c'est quelque chose d'un peu extrême si les familles sont séparées sur différents continents. Alors, je pense que c'est effectivement l'aspect le plus compliqué des familles qui vivent loin de chez elles, c'est la question des enfants. Il y a plein d'histoires différentes. Alors d'abord, premièrement, on va déjà enlever un tabou que tout le monde a ou sur lequel tout le monde s'interroge. Le juge américain, il statue comme le juge français dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on a la même préoccupation et le même devoir du juge de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant. La différence, c'est qu'à New York, très souvent, pas toujours, mais très souvent, le juge va désigner un avocat qui va reprendre la parole des enfants pour que cette parole soit présente dans les discussions. Je crois que ça existe moins pour l'instant, même si je crois que c'est en train de se développer en France, et ce qui est une très bonne chose à mon sens. Et ensuite, c'est vrai que le juge new-yorkais, il aura peut-être plus par exemple, des enfants qui sont nés aux États-Unis de parents français. Il y en a un qui veut rentrer en France, mais le juge va jamais les renvoyer en France si l'autre parent n'est pas d'accord. Donc, la difficulté, l'une des énormes difficultés des gens qui vivent à l'étranger, c'est ce qu'on appelle la relocation, la relocalisation. Vous suivez votre mari ou votre femme à New York, et puis au bout de 2 ans, le couple, ça va plus du tout. Les enfants sont là. Ce sera très difficile d'obtenir le droit de rentrer en France avec vos enfants. Ce sera très, très difficile, sauf cas extrême, si l'autre parent n'y est pas. Parce que le juge, l'intérêt supérieur de l'enfant, ça a été déterminé par la Déclaration des droits de l'enfant. L'intérêt d'un enfant, c'est d'avoir une relation personnelle avec chacun de ses 2 parents. Donc si vous décidez de rentrer chez vous, c'est vous qui créez une distance d'un coup avec l'autre parent. Donc le juge ne vous donnera pas cet accord, sauf exception. Donc, on peut parfois se retrouver dans des situations où un parent qui est venu là pour soutenir son conjoint, par exemple dans sa carrière, se retrouve complètement bloqué, n'a pas forcément un visa de travail, ce qui n'est pas une raison suffisante pour avoir l'autorisation de rentrer, n'a pas forcément de tissu familial, etc. C'est très, très, très difficile. Et ça entraîne de plus en plus ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui, c'est des enlèvements d'enfants, c'est-à-dire où le parent le fait sans avoir l'accord du juge ou de son conjoint, et des procédures ensuite très complexes. Et finalement, au-delà de ce que ça fait aux parents, c'est extrêmement traumatisant pour les enfants, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, en tout cas c'est ce que dit toute la littérature dans ce domaine, un enfant, il se sent obligé de choisir. Donc un enfant, il va choisir le parent avec lequel il est en sécurité, et il va finalement, en commettant un enlèvement, vous allez finalement violer son droit, qui est d'avoir une relation avec ses 2 parents. Donc c'est très compliqué, et ça se développe énormément. Il y a de plus en plus d'enlèvements internationaux, il y a de plus en plus de problèmes de relocation, et je pense qu'il faut énormément travailler sur la relocation. Moi, je suis avocate, je suis aussi médiatrice, et j'ai beaucoup développé, je m'intéresse beaucoup à la médiation internationale, et je pense que notamment sur les dossiers de relocation et d'enlèvements internationaux, il y a des associations, il y a des trucs géniaux qui existent en Europe et aux États-Unis et ailleurs, mais il faut vraiment essayer de trouver des réponses extrajudiciaire et consensuelle, parce que finalement le conflit et le contentieux, c'est connu, ça ne fait qu'exacerber les différences entre les parents et l'acrimonie, et ça, c'est ça qui détruit un enfant.
Et quand ça arrive, alors on prend l'exemple de la France, puisque vous me parlez d'ailleurs de France aujourd'hui, est-ce que dans ces cas-là, on a la justice française aussi, en fait, qui s'en mêle et qui va dire, ah bah ouais, mais ils sont français, machin, ou... Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de cas par cas aussi. Ouais. Alors, premièrement, vous êtes aux États-Unis, vous voulez rentrer. Normalement, vous devez saisir le juge new-yorkais, puisque c'est le juge de la résidence de l'enfant. C'est vrai qu'en France, on peut tirer la compétence sur la nationalité de l'enfant ou la nationalité des parents. C'est un critère qui existe encore, mais finalement, ce ne sera pas reconnu par le juge new-yorkais. Donc finalement, il n'y a que le juge new-yorkais qui pourra déterminer si vous pouvez partir ou pas. Si après coup, vous avez déjà pris votre gamin, et vous êtes en France, par exemple, vous partez en vacances, on est début fin juin, vous partez en vacances et vous restez tout l'été, puis vous décidez de ne pas rentrer, là, vous saisissez le juge français, vous serez en difficulté parce que le juge new-yorkais, il ne va pas reconnaître ça, c'est un enlèvement, en fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Le parent délaissé, c'est-à-dire le parent qui sera resté aux États-Unis, il peut saisir le juge français pour ordonner le retour. Mais le juge français ne sera pas là pour déterminer où est-ce que c'est bien que l'enfant réside ou pas. Le juge français, il sera juste là pour appliquer la Convention de la Haye sur les enlèvements internationaux et pour renvoyer à sa résidence habituelle. Et après, il y aura un autre débat sur quel est le juge qui est compétent pour la custody, donc c'est-à-dire pour l'autorité parentale sur l'enfant, et ensuite, non seulement quel est le juge compétent, mais qu'est-ce qu'il décide. Donc on rentre dans quelque chose d'extrêmement long, complexe et contentieux, avec plusieurs procédures dans plusieurs pays. Ah, donc vous ne vous ennuyez pas. Non. Et je parle pas d'argent. Hein. Ben justement, parler d'argent, à nouveau, on sait que ça va dépendre de où on est, de la complexité du cas, etc. Mais divorcer aux États-Unis, vous le disiez un petit peu en préambule, c'est très cher. Est-ce que vous avez une fourchette, en fait, pour pouvoir se représenter, je pense, pour les gens qui pourraient passer par là, ça représente quoi ? En fait, ça dépend aussi de comment vous faites votre divorce. C'est pour ça qu'à un moment, il va falloir aller vers du settlement. C'est pas la peine de se battre sur tout si ça vous coûte tout votre patrimoine. Mais pour vous donner une idée, la plupart de mes confrères à New York, le premier retainer, c'est-à-dire pour ouvrir le dossier, c'est $25,000. Ça, c'est pour ouvrir le dossier. Parce que la plupart des avocats à New York, maintenant, ils sont quand même entre $600 et $700 de l'heure. Hein, donc, ça va vite. Après... il y a les frais de l'avocat. Si vous êtes dans une procédure de divorce, donc là je parle pas de la Family Court, je parle de la Supreme Court. Si vous êtes dans une procédure de divorce et que c'est vous qui gagnez plus d'argent, vous devrez aussi payer tout ou partie des frais d'avocat de votre épouse ou de votre époux. Vous devrez ensuite contribuer l'un et l'autre à prorata de vos revenus aux frais de l'avocat pour les enfants. S'il y a des expertises à faire, par exemple une forensic evaluation pour évaluer soit les revenus d'une des parties qui n'est pas salariée. Donc, si on ne se met pas d'accord là-dessus ou qu'on considère que c'est opaque, il faut faire une forensic evaluation. Ça peut monter très très vite aussi. Idem, une forensic evaluation pour évaluer l'état psychologique des parties. Ça peut facilement monter, mais facilement à $20,000. Ensuite, il y aura aussi éventuellement, si vous avez un contrat de mariage français, il va falloir non seulement le faire traduire, mais aussi demander à des experts, c'est-à-dire des avocats ou des notaires français, d'expliquer au juge new-yorkais ce que dit ce contrat de mariage et comment il s'applique à la situation patrimoniale des époux. Donc, il y a énormément de frais qui vont s'accumuler. Et c'est pour ça qu'à un moment, parfois, les gens arrivent en disant « je veux pas d'accord, c'est mon droit ». Mais en fait, on n'est pas dans une question de droit. On est dans une question de trouver des accords et pouvoir qui respectent la réalité patrimoniale, etc. On ne dit pas qu'il faut faire n'importe quoi et que c'est que de la négociation, mais il faut négocier, il faut être suffisamment intelligent pour que cette procédure dure pas 4 ans, ou 5 ou 10. Il faut que les deux soient dans le même état d'esprit. Ça arrive souvent qu'il y en ait un qui soit ultra virulent, et que l'autre veuille trouver un accord et qu'il fasse des propositions qui sont tout à fait raisonnables, mais que l'autre les refuse. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas le choix, soit de vous écraser encore plus, soit d'aller au trial. Est-ce que vous pourriez clarifier justement votre rôle en tant qu'avocate pour faciliter tout le processus pour vos clients expatriés ou non? Je ne sais pas s'il y a des clichés auxquels vous aimeriez aussi tordre le cou justement sur votre métier, sur ce que vous faites. Je vous demanderais bien à quel moment en fait est-ce qu'il faut aller voir un avocat?
Alors, les clichés, moi je dirais qu'un des clichés, c'est que tout le monde pense que les avocats n'ont que leur intérêt propre en jeu, qui est celui de gagner de l'argent. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'avocat, il est tourné dans un esprit contentieux. Lui, il se demande toujours, si vous acceptez ça, comment l'autre va réagir. Et donc, je pense que, moi, ça m'arrive de dire à mes clients, là, je pense que vous êtes sur tel point, vous risquez gros si vous acceptez telle chose. Après, c'est eux qui décident ou qui décident pas. Et parfois, ils décident de prendre le risque, et ils ont raison. Mais c'est parfois risqué. Donc, l'avocat, il est là pour vous protéger, et pour vous préparer et vous aider à devancer les difficultés que l'autre va faire. Parce que finalement, on commence à connaître comment ça se passe, les dossiers. Première chose. La deuxième chose, et le deuxième point où l'avocat il peut être utile, c'est que quand on connaît son confrère, finalement, il y a une relation. Il peut vous dire, celui-là, ça va être ultra contentieux, ça va être l'enfer, ou celui-là, tiens, on va pouvoir discuter. Voilà comment on va pouvoir faire. Et puis, il y a des relations de confiance qui sont mises en place. Oui, je sais qu'entre nous, si on se dit telle chose, on peut compter sur la parole l'un de l'autre et on peut trouver un accord. Donc ça, c'est aussi l'avocat, il peut être utile. Et moi, ça m'arrive aussi souvent de dire à mes clients, attends, là, prends un peu de distance. Ça n'a pas d'importance. Il faut les aider à voir où sont les priorités, parce que la personne qui va dans son divorce, elle passe par un des moments les plus difficiles de sa vie. Il y a des peurs de plus voir ses enfants qui sont extrêmement fortes. Il y a des peurs de se retrouver à la rue parce qu'on se demande comment on va survivre. Il y a la souffrance de la fin de la relation. Il y a plein de choses qui se mélangent. Donc l'avocat, il est aussi là pour un peu essayer de sortir de l'émotion, être à l'écoute de son client, ça c'est sûr. Il faut comprendre ce que veut ton client, etc. Mais aussi un peu sortir de l'émotion et trouver ce qui est le mieux pour le client. Je dirais que ça, c'est l'une des premières choses. Et quand voir un avocat, c'est toujours... Alors bon, là aussi, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais moi, je pense il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir trop tard. Le mal est déjà fait. C'est quoi trop tard, alors ? Il y a déjà la procédure qui a commencé. Vous avez déjà, par exemple, viré du patrimoine en France, alors qu'on n'a absolument pas le droit de le faire. Si vous n'avez pas demandé à l'avocat avant de faire ces choses-là, c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut faire en amont. Il faut faire un contrat de mariage, ou un prenuptial agreement, ou un postnuptial agreement, surtout quand on est dans une situation de couple internationaux. Je pense que ça, c'est la première chose et que c'est important. La deuxième chose, c'est oui, il y a des gens qui viennent me voir en amont juste pour comprendre. Si là, ça va pas hyper bien dans mon couple, j'espère qu'on va pas divorcer, mais si on devait divorcer, qu'est-ce qui se passe ? Troisièmement, il faut comprendre aussi que sur les enfants, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. La question des enfants, c'est pas quelque chose qui se prépare comme on prépare son patrimoine, vous voyez ? Donc, quel est l'intérêt des enfants ? Comment est-ce que les juges, ils considèrent Il y a des gens qui n'en reviennent pas. Je suis français, je peux pas rentrer chez moi. Non, tu peux pas rentrer chez toi. Tes enfants, ils sont ici. C'est toi qui as fait ce choix-là. Et donc voilà, je pense qu'il faut... c'est toujours utile de faire une consultation avec un avocat juste pour comprendre un petit peu un petit panorama de la situation. De comment ça se passe. Ouais. Pour avoir plus au clair où on se situe. Et à l'inverse, il y a des gens qui viennent avec des angoisses incroyables alors que finalement, la situation est très simple. Donc tout n'est pas désespéré. Tout n'est pas désespéré. Mais au bout du compte, c'est quand même les clients qui choisissent comment ils veulent faire leur divorce. Et au bout du compte, je pense qu'il faut écouter son avocat, mais il faut aussi être conscient que si on part au contentieux, ça peut durer très longtemps, ça peut être extrêmement dangereux, patrimonialement et mentalement, et très nocif pour la famille. Et on n'a aucune garantie. Le juge, c'est toujours un être humain, donc il y a toujours une incertitude sur ce que le juge va décider au bout du compte. L'avocat, il peut pas vous dire c'est sûr, il y aura ça. Il peut vous dire le contrat de mariage français est reconnu à New York, ça c'est un fait. Mais ensuite, il peut pas vous dire exactement comment le juge new-yorkais l'appliquera dans son dossier. J'avais vu dans une série, plus d'une fois d'ailleurs, est-ce que c'est vrai, genre en cas de conflit, de divorce très conflictuel justement, j'avais vu, je sais plus lequel des conjoints, mais genre aller essayer de faire une consultation, ça doit coûter très cher, avec quasiment tous les avocats de la famille, de la ville, parce qu'une fois qu'ils ont parlé à un conjoint, ils peuvent pas accepter l'autre en fait comme client, c'est ça ? Ah ouais, et c'est vrai. Et les gens le font vraiment ? En tout cas, dans certains milieux, moi j'ai connu des histoires, c'était à Paris à l'époque, de couples de stars qui étaient... la personne était venue nous voir et elle n'avait pas pu, parce qu'on avait déjà fait une consultation avec son mari, et du coup... et je crois qu'elle était allée voir tous les gros cabinets à Paris, elle n'avait pas pu se débrouiller comme ça, mais elle s'est débrouillée autrement. Mais oui, effectivement, si vous faites une consultation et que vous n'êtes pas retenu, du coup, vous ne pouvez plus représenter l'autre partie. Vous avez un conflit d'intérêts. Waouh. Mais ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est faire une médiation. On peut toujours faire une médiation, trouver un médiateur neutre.
s'asseoir autour de la table, c'est un processus confidentiel, et discuter des ou d'une partie des points de désaccord et trouver un accord complet ou partiel. Et vous disiez, vous êtes médiatrice aussi. Comment est-ce qu'on trouve justement un médiateur ? Alors, moi, je suis formée à la médiation et je suis médiatrice, mais on trouve... alors, en France, ils sont inscrits près de la cour d'appel. Enfin, pas tous, il y en a qui sont en privé, mais ça, c'est un moyen d'en trouver. Il y a aussi des listes. Par exemple, le consulat de New York, je sais qu'il a une liste de médiateurs, parce que c'est pas mal aussi, dans certains dossiers internationaux, d'avoir des médiateurs qui sont formés à la médiation internationale. Et donc, il faut un peu fouiller, mais il y a des associations. Sur les enlèvements d'enfants, il y a des associations géniales qui existent en Allemagne, MIC, en Angleterre, Reunite. Il y a une association qui existe en France qui s'appelle Bridge, qui réunit plein de médiateurs à la fois familiaux et commerciaux, business, etc., des médiateurs internationaux. Il y a des médiateurs aussi aux États-Unis, ça se développe aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment une approche, je pense qu'il faut favoriser, parce que aussi les tribunaux sont tellement engorgés que vous n'avez aucune garantie de quand vous aurez une décision. Par exemple, à New York, j'attends une décision sur le child support depuis 2 ans. Donc, child support, c'est pension alimentaire, quoi. Juste là-dessus, pas sur le reste, juste sur le child support, depuis 2 ans. C'est un des points, et c'est une des raisons pour lesquelles à la fois la médiation se développe beaucoup, et l'arbitrage aussi, en matière familiale. C'est quoi la différence entre la médiation et l'arbitrage ? L'arbitrage, c'est vous qui choisissez un arbitre. L'arbitre, il aura un rôle de juge, mais il y aura des règles procédurales allégées. Et il pourra statuer sur tout, sauf sur ce qui est l'enfant, parce que ça reste toujours la compétence du juge. Mais donc, en gros, c'est une procédure allégée et donc moins coûteuse et donc plus rapide, avec un arbitre qui est neutre et qui tient un peu le rôle du juge, mais finalement, c'est pas le juge. Donc, on est quand même hors du système judiciaire. Et donc, voilà. La médiation, le médiateur, il est ni juge ni partie. Le médiateur, il est neutre et la décision, c'est les parties qui vont les trouver. Le médiateur, il est juste là pour faciliter l'accord. Il connaît le droit pour aussi vous orienter un petit peu quand même, que vous ne fassiez pas n'importe quoi, que ce ne soit pas contraire à l'ordre public, etc. Mais il n'est pas là pour vous conseiller, ni l'un ni l'autre. Et l'avantage de médiation, c'est que par contre, on peut trouver un accord, surtout y compris sur les enfants. Parce que là, on est vraiment dans l'idée d'un accord. Voilà. Mais c'est comme c'est un processus neutre, c'est pas comme une négociation entre avocats où chacun défend l'intérêt de son client. La médiation, vraiment, c'est les parties qui elles-mêmes, par le dialogue, et c'est aussi ça qui est magnifique dans la médiation, c'est que finalement, ce qu'il va falloir faire, surtout quand on a des enfants, si à l'arrière, tu n'as pas d'enfants, tu tournes la page, tu passes à autre chose, c'est ton problème. Mais quand on a des enfants, vous pouvez divorcer, mais vous serez toujours les parents de vos enfants, au moins jusqu'à leurs 18-20 ans, mais voire plus. Il y avait un très beau film avec Dustin Hoffman là-dessus. Enfin, c'est toute la vie. Et du coup, essayer de travailler sur sa communication avec le parent de son enfant, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous et pour vos enfants toute leur vie. Donc, c'est pas forcément facile, mais c'est au moins une voie qui me semble plus intelligente que de passer par la voie du contentieux où on va se dire des choses horribles. De toute façon, on a toujours des choses horribles à se dire dans la vie. Donc, mais une fois qu'elles sont dites, elles sont dites. Et ça peut creuser la différence plutôt que d'essayer d'atténuer ces différences, au moins dans l'intérêt des enfants. L'intérêt des enfants. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, profiter de vos vacances, est-ce qu'il y a une dernière chose, je sais pas, une question que j'aurais dû vous poser, quelque chose qui vous semble important de préciser avant de vous laisser? Peut-être avant de partir à l'étranger, avant l'expatriation, je pense que les gens doivent réfléchir et peut-être préparer leur expatriation. Ils ont tendance à la préparer d'un point de vue patrimonial, mais ils n'ont pas toujours tendance, donc ça veut dire faire un contrat de mariage, etc. Ils n'ont pas toujours, ils oublient parfois de la préparer d'un point de vue des enfants. Alors on peut pas forcément préparer en avance ce qui va se passer dans votre vie, parce qu'il y a des choses, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas les prévoir. Mais je pense que c'est important parce que ça arrive beaucoup, vraiment. Je suis partie aux États-Unis pour 2 ans, et puis au bout de 2 ans, mon mari me quitte parce qu'il a trouvé une minette, et du coup, je suis bloquée à Dallas, Texas, toute ma vie, et j'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je fais? Je dis pas que vous pouvez forcément le prévoir, mais peut-être vous pouvez rencontrer un avocat et réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour faciliter un retour ou pour vous protéger financièrement si jamais vous étiez bloqué, que vous n'avez pas de visa? Il y a plein de choses en fait auxquelles il faut penser. Et c'est juste un peu mieux organiser son départ et comprendre qu'on n'est pas maître de soi, et que quand on tombe dans une juridiction, c'est le juge qui décide, et c'est une culture. Et les États-Unis, par exemple, par rapport à la France, on s'en rend pas compte quand on y va comme ça, mais c'est
une culture extrêmement différente, une culture juridique et une culture tout court, quoi, une culture sociale très très différente. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit que penser des choses qu'on peut préparer avant l'expatriation. Très bien. C'est dur parce qu'on se dit non, moi je me marie, je vais pas préparer mon divorce. Mais c'est au-delà de ça en fait. Ça veut pas dire préparer la séparation. Oui, je pense pas qu'il faut préparer son divorce parce qu'en plus on sait pas ce qui va se passer et ça peut être des expériences géniales au contraire. C'est juste avoir au moins des vraies discussions avec son conjoint et peut-être réfléchir s'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour si jamais même l'autre il veut rester et vous voulez pas rester. Parce qu'il y a aussi des gens qui se séparent, pas parce qu'ils veulent se séparer, mais juste parce qu'ils veulent plus la même chose pour leur vie. Et c'est quand même des choses difficiles. Qu'est-ce que je fais si j'y vais et que j'ai pas de boulot ? C'est quand même une réalité. Donc voilà, au moins avoir une vraie discussion sur ce que c'est que cette expatriation, ce qu'on attend de notre vie ensemble, et puis peut-être préparer certains points par rapport à un éventuel retour. Super, en tout cas c'est très très clair. Merci beaucoup Maître Carvello. Je vous souhaite une excellente continuation, de très belles vacances du coup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup Anne-Fleur, au revoir.